Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine africain. Au menu de ce numéro, plusieurs escales qui vont nous mener dans plusieurs pays du continent, à commencer par le Tchad. Alors que la plupart des villes font déjà face à des inondations, la montée des eaux des fleuves fait craindre des débordements qui causeront des catastrophes à l'échelle nationale. Au moins 8000 ménages sont menacés par ces inondations dans la capitale et nécessitent d'être évacués d'urgence selon les autorités, en dépit de la construction des abris provisoires pour reloger les familles sinistrées. Certains parents craignent des maladies hydriques liées aux eaux souillées. Mahamat Ramdan, Mariam Davis. Au Tchad, les eaux des fleuves continuent de monter alors que la plupart des villes du pays font déjà face à l'inondation. À N'Djamena, 6 arrondissements sur les 10 que compte la capitale sont menacés par les eaux et au moins 8000 ménages nécessitent d'être évacués et relocalisés. Une situation qui pousse le gouvernement à construire des abris temporaires, mais le défi reste grand avec l'éventuel débordement des fleuves attendu dans les prochains jours. Ici, dans ce quartier, les gens ne se déplacent qu'avec la pirogue pour le moment, parce qu'il y a de l'eau partout. C'est difficile de marcher dans l'eau, surtout que celle-ci est souillée. Avant, nous n'avions qu'une seule pirogue, mais Dieu merci, nous venons d'en avoir une deuxième pour transporter les gens. Certaines familles qui ont perdu leur maison suite aux inondations trouvent refuge dans les écoles, mais elles sont exposées aux intempéries et aux moustiques. Certains parents craignent que cette situation cause des maladies hygiéniques aux enfants et appellent les autorités à prendre les mesures humanitaires nécessaires pour prévenir les épidémies et venir en aide aux personnes défavorisées. Malgré cet abri provisoire, nous souffrons beaucoup parce que nous ne pouvons plus aller travailler pour nous nourrir. Il n'y a pas d'eau potable ni à manger et nous n'avons pas de couverture adaptée. C'est difficile. Il faut que les autorités, les humanitaires nous viennent en aide d'urgence. Pour rappel, le Tchad, comme la plupart des pays du Sahel, fait face à l'inondation causée par les fortes pluies et les débordements des cours d'eau. Environ une cinquantaine de personnes sont soit portées disparues, soit décédées suite à la déflagration des courants d'eau. Certaines localités ne sont plus accessibles par voie terrestre à cause de la dégradation des routes. Le Sénégal vient de mettre en orbite son premier satellite. L'événement s'est déroulé dans l'État de Californie aux États-Unis sur la base de lancement de la société SpaceX. Le Sénégal rentre ainsi dans le cercle restreint des pays disposant de satellites. 3, 2, 1, ignition. And liftoff of Falcon 9. Go, Transporter 11. Le Sénégal vient ainsi d'entrer dans le cercle restreint des pays disposant de satellites dans l'espace. C'est un événement national important. Le Sénégal est indépendant depuis 1964 et 64 ans après, nous venons de lancer notre premier satellite. Quand on est dans une mise en perspective, on se rend compte que nous sommes le deuxième pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, après Djibouti, à l'avoir réussi. Cela veut dire que le Sénégal s'inscrit maintenant dans la catégorie des pays qui sont dans l'espace. Et cela signifie beaucoup de choses. Cela signifie une certaine souveraineté spatiale. Cela signifie la capacité pour nous-mêmes de surveiller notre propre territoire. Dans beaucoup de domaines, on aura l'occasion d'y revenir. Et ça signifie que c'est un pays qui a une vision, qui est en train de s'inscrire dans la recherche et dans l'innovation et qui ne se contente pas de gérer les problèmes de la vie quotidienne d'un pays sous-développé. Donc oui, c'est un succès. Et j'en profite parce que j'ai eu le privilège de diriger la délégation gouvernementale en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'en profite pour rendre hommage au président Diomaye Faye qui nous a donné les moyens de continuer cette aventure, au président Ousmane Sonko qui a donné les orientations et à tous ceux qui aussi, avant 5 ou 6 ans derrière, ont travaillé pour que le Sénégal puisse en arriver à ce résultat. Donc je voudrais que les Sénégalais soient conscients du fait qu'on est un pays qui est maintenant dans l'espace avec ses propres moyens et qui va en faire le meilleur usage possible. Des techniciens et ingénieurs sénégalais ont participé à l'intégration de ce satellite. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a été envoyé à Montpellier pour une formation sur la fabrication de satellites. Donc une fois un an de formation fini, nous avons commencé la fabrication du satellite. Donc ça a duré 1 an et demi.
On les a fait. Après, voilà, la suite c'était de le lancer. Donc pour le lancer, il fallait trouver un partenaire qui est capable d'amener le satellite dans l'espace. Et c'est pour cela qu'on a choisi SpaceX, donc qui aujourd'hui a lancé le satellite. Fairing separation confirmed. Cet événement marque l'avènement du Sénégal à la souveraineté spatiale. C'est un projet de l'État du Sénégal porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont l'objectif est de permettre au Sénégal de disposer de satellites et d'entrer de plein pied dans l'espacial. Et pour cela, le Sénégal, contrairement à beaucoup de pays, a misé d'abord sur les ressources humaines. Nous avons décidé de former des ressources humaines et c'est ces ressources humaines qui ont conçu, fabriqué, testé le satellite qui est aujourd'hui prêt, qui est lancé aujourd'hui. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que au-delà de l'aspect d'avoir un satellite, nous avons des ressources humaines aujourd'hui qui sont capables de refaire les satellites. Et d'ailleurs on est en train de travailler sur d'autres satellites. Les données recueillies par ce premier satellite sénégalais vont permettre d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais, mais également de renforcer la recherche et l'innovation au Sénégal. C'était Mamadou Lamine Salam et Seydina Aline Fall depuis les États-Unis pour la RTS. Un logiciel de digitalisation des dossiers des patients a été mis en place à l'hôpital Abbas Ndao pour accélérer les procédures de prise en charge des malades. Après des mois d'utilisation, l'hôpital, qui est la première structure sanitaire à bénéficier de cette plateforme, a vu tous ses services adopter ce système. La Banque mondiale a octroyé 50 millions de dollars à l'État du Sénégal pour la mise en œuvre de ce programme. Ndeye Koumba Ndiaye. Quelques clics et le tour est joué. Plus de longues files d'attente ni de lenteur administrative. Après 3 mois d'utilisation du logiciel de digitalisation des dossiers de patients à l'hôpital Abbas Ndao, un net changement a été noté dans la prise en charge des malades. Le plus souvent, il se posait des problèmes de conservation aussi de ces dossiers, parce que ces dossiers ne sont pas à l'abri de la poussière ou bien même d'une inondation. Du coup, parfois, on perd des données. Mais avec cette dématérialisation, ce dossier patient unique, c'est une digitalisation. Tout se fait sur le plan informatique. Le patient, il a une identification unique, un code qui va lui servir partout au Sénégal. De sorte que maintenant, chaque patient aura accès à son dossier. Parce que le dossier patient appartient également au patient. Ce sont des données personnelles. L'équipe digitale qui a conçu le logiciel n'a rien laissé au hasard. Un processus de plusieurs étapes a été mis en place. Ce logiciel permet de digitaliser le parcours du patient, c'est-à-dire de pouvoir noter toutes les étapes par lesquelles il passe quand il va se soigner. Quand il rentre dans un hôpital, il va passer par la facturation, il va passer par la caisse, puis il va aller voir les médecins. Donc tout ce parcours est dématérialisé, enregistré dans un système et permet d'avoir l'historique. Ce qui fait que si le patient vient une autre fois, on a son historique, on n'a pas besoin de lui demander tout ce qu'il a fait comme examen ailleurs. On l'a de manière naturelle dans le système. Et vraiment la plus-value du projet, c'est que ça ne va pas être à l'échelle juste d'une structure de santé, mais à l'échelle du pays. Ça veut dire que le patient qui va d'un hôpital à un autre, cet historique va être disponible. La cardiologie a été le premier service du centre hospitalier à utiliser le logiciel. Médecins et patients profitent pleinement des avantages qu'il leur offre. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et nous apprécions beaucoup ce logiciel parce que ça nous permet de régler beaucoup de problèmes, notamment la perte de documents qui était notre principal souci. Et ça va nous permettre aussi à l'avenir d'avoir un gain de temps avec les dossiers comme un papier. On était obligé d'écrire pendant 30 minutes. Avec le logiciel, tu cliques, tu as tout ce que tu as, donc tout ce dont tu as besoin. Donc, à coup sûr, ça sera un bénéfice pour nos praticiens et un bénéfice pour les patients aussi qui ne sont plus confrontés à ce problème de perte de documents. À chaque fois qu'il y a des améliorations à faire, qu'on a des suggestions à leur donner, on leur donne ça, ils viennent, ils rectifient et on essaie d'améliorer au fur et à mesure. Ce n'était pas comme ça avant, vraiment.
On peut noter une nette amélioration. Maintenant, à chaque fois que je viens, je ne reste pas longtemps. Les médecins me prennent en charge rapidement. Quand les médecins nous ont parlé de ce logiciel, nous avons tout de suite accepté, car nous savions que c'était pour notre bien. Et Dieu merci, nous ne le regrettons pas. D'autres services peuvent en témoigner. Et nous permet déjà d'avoir une cartographie avant que le patient ne soit reçu par le médecin. Une fois reçu, je pense que nous devons mettre tous les arguments, que ce soit clinique et paraclinique. Et ça permet aussi aux autres collaborateurs, parce que ce service est un service d'accueil et d'urgence. Donc l'entrée du patient à l'hôpital, ça passe dans ce service. Le patient, une fois enregistré et consulté, sera orienté aux besoins dans d'autres services, à savoir la cardiologie, la médecine interne et le service et d'autres services qui peuvent aider à faire des diagnostics. Le ministère de la Santé a tout mis en œuvre pour la réussite de ce programme qui va s'étendre à court terme sur l'ensemble du territoire national. Le secteur de la santé montre ainsi l'exemple. Conformément aux vœux du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui ambitionne de digitaliser toute l'administration sénégalaise. Désormais, le format papier va céder la place à la magie du clic. L'application mobile de solutions automatisées de marquage appelée SAM, désormais disponible. À partir de vos smartphones, vous pourrez scanner et vous assurer de l'authenticité d'un produit avant de l'acheter. Le consommateur devient ainsi un acteur du contrôle de qualité des produits exposés à la vente. Cette application vient donc d'être lancée au Togo. Une nouvelle étape de franchie dans la vérification de la traçabilité des produits au Togo. L'appli SAM, une application mobile de la solution automatisée de marquage. Elle permet au consommateur, à partir de son téléphone, de scanner et vérifier l'authenticité d'un produit à acheter ou consommer. Les produits de tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées et l'eau sont concernés dans une première phase. La SAM qui a été initiée par son Excellence M. Forisson Nanyasingbe vise d'abord à protéger les consommateurs en ce qui concerne leur santé. Alors, il va falloir qu'ils soient concernés aussi par le contrôle et la vérification en ce qui concerne les produits qu'ils consomment. Nous avons développé l'application mobile pour la digitalisation de l'économie et de contrôle en ce qui concerne les importations et les produits qui sont nécessairement marqués. Il faut dire aux consommateurs que le temps est venu pour lui de participer lui-même au contrôle. Cette application mobile voit le jour 4 ans après le démarrage de la solution automatisée de marquage des produits au Togo qui se situe dans le cadre du déploiement du plan stratégique 2018-2022 de l'OTR. Son lancement officiel regroupe en cette salle un parterre d'invités. Autorités ministérielles, corps diplomatiques, chefs traditionnels et hautes personnalités. Tous témoins de cette innovation. Ce projet novateur, qui est le premier du genre dans l'espace UMOA, a vu le jour grâce à la vision et à la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Forisson Nanyasingbe, dont les ambitions de développement continuent de guider nos actions. Chaque consommateur pourra désormais vérifier en temps réel l'authenticité du produit qu'il achète. Cette innovation technologique permet de s'assurer que le produit est conforme aux normes, qu'il provient d'une chaîne de distribution régulière et qu'il respecte les standards de qualité auxquels a droit chaque consommateur. La SAM devient alors un bouclier protégeant nos citoyens des dangers liés aux produits contrefaits. Cependant, l'impact de la SAM ne s'arrête pas là. En plus d'offrir une garantie de qualité aux consommateurs, elle joue un rôle fondamental dans l'engagement citoyen. SAM et son application mobile ont bénéficié de l'expertise d'un leader en angle de sécurité, la société SICPA, afin de renforcer le contrôle et superviser le marché du matériel de contrôle a été remis aux inspecteurs et agents de terrain.
La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, en collaboration avec le cabinet GFA Group, a organisé un atelier de sensibilisation à l'endroit des TPME, très petites et moyennes entreprises de l'industrie agroalimentaire. Il est question de renforcer leur capacité en matière d'accréditation et de qualité de ces produits à travers la maîtrise des outils stratégiques, ceci pour les amener à tirer leur épingle du jeu dans un environnement où la concurrence est de plus en plus rude. Dans un contexte d'ouverture sur les marchés extérieurs, les jeunes entreprises agroalimentaires affûtent leurs armes. Ils acquièrent des connaissances sur les normes internationales et régionales, l'accréditation, la certification des systèmes de qualité et de traçabilité. Pour les initiateurs, il est question d'amener ces producteurs, exportateurs et transformateurs agroalimentaires à tirer profit de la zone de libre-échange continentale ZLECAf et à mieux faire face à la concurrence. Au niveau des entreprises, c'est la certification produit et la certification système qui prévaut. Maintenant, les entrepreneurs mélangent les pédales par rapport à ces deux types de certification. Il faudrait faire la différence sur le terrain. Si nos produits ne sont pas compétitifs, les autres produits vont nous envahir et nos entreprises n'auront même pas à évoluer. Les entreprises doivent avoir leur capacité renforcée pour savoir quels sont les éléments qualité qu'elles doivent adopter afin de faire rentrer leurs produits sur le marché. Puisque aujourd'hui, c'est la qualité qui est au centre de la compétitivité des entreprises et de l'accès de leurs produits au marché. Au Togo, les très petites moyennes entreprises constituent la base du développement. Elles représentent 90% du tissu économique. Plusieurs sont accompagnées par des structures comme la HOC, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, qui garantit la certification de leurs produits aux yeux des consommateurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises quand même qui se battent pour faire certifier leurs produits. Il faut que ces entreprises-là aient ces informations pour aller à la certification. Avec son accréditation aujourd'hui, le COTAC peut certifier n'importe quel produit, surtout les produits agroalimentaires, et leur donner plus de confiance. La rencontre de Lomé constitue la dernière étape d'une série de formations qui a débuté le 29 juillet dernier à Kara et qui a sillonné tous les chefs-lieux de région. Le football béninois amorce un tournant décisif. Les 20 et 21 août dernier, Cotonou a été le cadre de réformes majeures adoptées lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Ces changements visent à transformer profondément le football national en modernisant sa gouvernance et en favorisant son développement. Lefty Ounou, Walid Yousfi. Les acteurs du football béninois se sont réunis à Cotonou pour définir les grandes opérations du sport. Parmi les décisions majeures figure le retour au format traditionnel des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la saison 2025-2026, puis la création de la Ligue de football professionnel du Bénin. Cette compétition, qui regroupera tous les clubs professionnels, devrait permettre de mieux professionnaliser la pratique du football. Parallèlement, le Bénin, sélectionné par la FIFA pour piloter son programme de développement des talents avec l'Afrique du Sud, bénéficie de l'accompagnement d'experts internationaux. Les coachs FIFA ont pu constater les avancées du chantier du centre de formation de Missérété, appelé à devenir une académie de référence. La FIFA voulait faire l'expérience pour accompagner tous les pays, pour que les pays puissent avoir la capacité de jouer entre les meilleurs. Et ils ont choisi pour faire l'opération pilote deux pays, le Bénin et l'Afrique du Sud, pour faire l'opération pilote. Parce qu'on dit que vous êtes sérieux, vous faites du bon boulot, on va vous accompagner. Les réformes incluent aussi la formation des entraîneurs avec des licences BCAF et DCAF pour les dames et le développement d'infrastructures de qualité. Le Bénin investit dans des centres de formation Andali, Lokoso et Missérété visant à renforcer le football à la base. L'objectif serait tout simplement, comme ce qui se fait à Missérété et Andali, d'avoir des centres de formation, des académies bien structurées, bien équipées, des aires de jeu où
le ballon roule comme cela se doit. Et à partir de cet instant, si l'encadrement qu'il faut est là, nos gamins ont du talent. Grâce à ces réformes et les investissements en cours, le Bénin aspire à se distinguer sur la scène internationale. 3 clubs béninois, notamment Coton FC, Dadji FC et Aïnonvi FC, champions féminins du Bénin, sont engagés dans les compétitions continentales. Certains observateurs nourrissent l'espoir que ces réformes ouvrent la voie à une qualification des Guépards pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Cultivé à travers presque tout le territoire béninois, l'igname dépasse son rôle de simple aliment de base. Au cœur de la gastronomie locale, il est présent dans de nombreuses recettes traditionnelles. Pour célébrer cet ingrédient emblématique et promouvoir la richesse de la cuisine béninoise, Valérie Gbaguidi Vinakpon a créé le Fesli, un concours culinaire unique en son genre. Cultivé en Afrique, notamment dans les pays côtiers du Golfe, de Guinée et au Bénin, le manioc, la patate douce et l'igname sont des piliers de l'alimentation locale. L'igname est un ingrédient essentiel dont de nombreuses recettes traditionnelles se consomment sous diverses formes. Pour préserver et valoriser cette tradition culinaire, Valérie Gbaguidi Vinakpon, promotrice des saveurs du Bénin, organise depuis 3 ans le festival autour de l'igname Fesli. Ce concours de cuisine centré sur l'igname et autres tubercules met en lumière la richesse de la gastronomie béninoise ainsi que l'ingéniosité des chefs et passionnés d'art culinaire africain. Avant de manger le pain à la bouche, ce sont nos yeux qui mangent d'abord. Présentez-nous quelque chose de beau, de bien, pas compliqué, comme je vous l'avais dit plusieurs fois. Le chef Samuel, qu'est-ce que vous présentez? Je veux présenter une assiette de méli-mélo à base de l'igname. Ces mélanges confus et désordonnés d'assaisonnement et d'aromates. Merci. Pendant plus d'1 heure, les 7 finalistes du concours ont préparé divers plats à base de tubercules sous le regard attentif d'un jury composé de chefs expérimentés. À l'issue de l'épreuve et après une séance de dégustation, Samuel Sohou, hôtelier et restaurateur, a remporté le trophée de la 3e édition du Fesli. J'ai déjà eu à faire l'année passée, j'ai échoué. J'ai vu tout ce que les gens ont fait. Les 7 candidats qui ont fait l'année passée, j'ai vu. Et j'ai essayé de jauger, de marier, de corriger. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire quelque chose un peu plus extra. Ils ont de la créativité. Je crois qu'on a de la relève. Je vais profiter de l'opportunité là pour remercier le gouvernement béninois qui parle un projet intitulé Projet H. Il fait beaucoup pour nous qui sommes des cuisiniers pâtissiers. En marge du concours, Valérie Gbaguidi Vinakpon a présenté au public son livre de cuisine illustré intitulé « Autour de l'igname et autres tubercules ». Selon des experts, il existe environ 604 variétés d'igname en Afrique. La production d'igname au Bénin a atteint 3,32 millions de tonnes au cours de la campagne agricole 2023-2024, enregistrant une hausse de 3,3% par rapport à la campagne précédente, d'après la direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture. L'action climatique des pays en développement nécessite des ressources financières considérables dont la formulation et la maîtrise exigent un engagement du secteur privé dans la mise en œuvre des CDN, les contributions déterminées au niveau national. C'est le thème du grand format que nous vous proposons aujourd'hui. Une partie du monde dans les eaux, l'autre en proie à des vagues de chaleur, des sécheresses ou encore des incendies. Autrefois exceptionnels, ces phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus intenses et fréquents à travers le monde. Face à ces événements résultant du réchauffement climatique, la limitation de la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius est un objectif considéré comme crucial. Ce, afin d'éviter des impacts plus dévastateurs, voire irréversibles sur la planète. Fort de ce constat, le Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec les organisations NDC Partnership et Pangea, a tenu récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire un atelier régional sur l'engagement du secteur privé dans la mise en œuvre des CDN, les contributions déterminées au niveau national et l'accès au financement climatique.
Cette rencontre est très importante pour la Côte d'Ivoire et pour la plupart des pays africains. Comme vous le savez, les pays africains, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, ont élaboré leurs contributions déterminées au niveau national, qui font ressortir des mesures à mettre en œuvre avec des financements sur les budgets des États, des financements grâce aux partenaires techniques et financiers et des financements, bien sûr, mobilisés par le secteur privé. Donc au cours de cette rencontre, nous allons échanger avec le secteur privé, partager les bonnes pratiques pour que le secteur privé puisse contribuer à la mise en œuvre des mesures contenues dans nos différentes contributions déterminées au niveau national. On est très très loin des engagements qui ont été pris. Vous le savez, pour atteindre, pour s'assurer que l'augmentation de la température ne dépasse pas 1,5 degré, il y avait des engagements et des investissements massifs qui étaient attendus. Malheureusement, on est en retard. Donc il est essentiel de redoubler d'efforts. Et c'est le but de tout le système des Nations Unies. Et là, pour appuyer, pour essayer, il nous reste 6 ans avant l'atteinte, vous savez aussi, des objectifs de développement durable en 2030. Et l'un des points essentiels, ça va être l'adaptation au changement climatique. Ça va être là, sûrement l'un des chantiers qui va être le plus important. Et pour ça, il faut utiliser tous les outils, en particulier les outils un peu innovants de financement. On a parlé d'obligations vertes, de marché carbone. Comment attirer tous les investissements privés vers des secteurs qui sont bas carbone et permettent un développement qui est durable. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de la deuxième phase de la Climate Promise du Programme des Nations Unies pour le développement, une initiative destinée à soutenir les pays en développement dans leur action climatique. Elle s'appuie sur le soutien continu de l'organisation, touchant plus de 125 pays. Il s'agit de garantir le renouvellement de leurs engagements climatiques nationaux, appelés CDN, conformes aux objectifs énoncés dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. Maintenant, beaucoup de pays sont en train de se préparer à faire leur 3e niveau de contribution. Donc ils sont en phase d'état des lieux des CDN qui courent maintenant pour réviser et peut-être y apporter des amendements par rapport à des manquements ou bien à des priorités qui ont changé dans le pays. Il faut se dire quand même que la mise en œuvre peut s'améliorer dans beaucoup de pays parce que quand on prend des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs clés comme l'agriculture, le transport, l'énergie, l'agroforesterie en général, il faut mobiliser beaucoup de financements qui dépassent les milliards de dollars dans beaucoup de pays. Donc les engagements c'est bien, le financement de ces engagements pour que les actions prioritaires puissent être mises en œuvre, pour que les projets bancables puissent s'en sortir, c'est ça qui reste. Notre rôle principal est d'appuyer les pays membres, nos pays membres, afin de rehausser leurs ambitions et mettre en œuvre leur CDN. Donc nous le faisons à travers plusieurs outils. Nous essayons de travailler avec les gouvernements afin d'identifier et clarifier leurs besoins, surtout avec maintenant les révisions de la CDN ou la CDN 3.0. Les pays, dans le cadre de l'accord de Paris, sont tenus à rehausser leurs ambitions et à soumettre des CDN, des nouvelles CDN. Et c'est dans ce cadre justement que nous travaillons avec les pays pour identifier leurs besoins et puis avoir un plan de mise en œuvre et un plan d'investissement pour une mise en œuvre efficace et efficiente de la CDN en ligne avec leur stratégie de développement national. En vertu de la Convention de Rio de 1992, les pays développés s'étaient engagés à verser au reste du monde une aide financière fixée à 100 milliards de dollars par an sur la période 2020-2025.
un montant qui est très en deçà des besoins de financement climatique à l'échelle mondiale. Rien que pour le continent africain, les pays devront mobiliser 2,8 billiards de dollars entre 2020 et 2030, dont 2,5 billiards de sources extérieures, selon les dernières soumissions des CDN. Ainsi, au regard de l'importance du financement nécessaire et de la complexité des mécanismes d'accès aux ressources financières existantes, l'investissement du secteur privé constitue un véritable levier pour l'action climatique. L'étape 2025-2030 va être une étape décisive et en particulier pour l'Afrique. Le rôle du secteur privé va être naturellement important et tout le monde l'a dit. Par contre, la question essentielle qui se pose et qui continue de se poser, c'est comment redonner au secteur privé de nos pays une place qui leur donne la capacité de donner la mesure de toutes les potentialités qu'offre le secteur. L'exercice de ce matin de cet atelier a été très intéressant, en ce sens qu'il a permis de montrer le potentiel de marché que constitue le secteur climatique. Et avec les différentes politiques nationales élaborées et articulées aux politiques publiques, aujourd'hui, on a une vision très claire sur tout le potentiel, toutes les possibilités que le secteur privé peut tirer d'un investissement significatif à travers les contributions déterminées au niveau national. Toutefois, force est de constater que le secteur privé africain n'est pas suffisamment impliqué dans la mise en œuvre des CDN. Or, en termes de mobilisation de ressources, les entreprises privées du continent sont porteuses de grands programmes et projets bancables en matière d'adaptation et d'atténuation susceptibles de lever des financements. L'atelier d'Abidjan a permis aux participants, notamment ceux du secteur privé, de se familiariser avec les CDN et de prendre conscience des défis à relever dans les domaines du climat et de l'environnement. L'implication du secteur privé dans les questions de changement climatique doit être prise en compte. À la base, le secteur privé n'était pas très impliqué, surtout dans le cas de la Mauritanie. Le secteur privé n'était pas très impliqué dans la mise en place des CDN. Donc, depuis cette année, ils ont commencé à inviter le secteur privé afin de prendre part sur les procédures de la mise en place des CDN, afin de pouvoir proposer des plans d'action quantitatifs pour aider le pays à développer leur CDN et à faire valoir en tout cas les projets futurs. Aujourd'hui, si on nous convie à cet atelier pour qu'on échange, on donne notre point de vue, on nous implique, on nous informe davantage sur les enjeux qui sont assez importants, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des pays en voie de développement et les pays développés l'ont fait surtout en émettant des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous, on doit se réinventer, on doit innover. L'Afrique doit se développer autrement. Et on ne peut le faire autrement qu'en accédant aux ressources disponibles pour nous permettre de se développer, mais en faisant moins d'émissions de gaz à effet de serre. La rencontre a également servi de cadre pour faire l'état des lieux sur les opportunités de financement des secteurs prioritaires et pour tirer profit des différentes séances de renforcement des capacités en matière d'accès au financement dans le secteur climat. En tant qu'expert en marché carbone, on s'est dit pourquoi pas ne pas s'organiser en tant qu'Afrique de l'Ouest, essayer de voir comment préparer davantage nos négociateurs, préparer davantage nos pays pour mieux tirer profit de ces opportunités. En quoi faisant? En renforçant leurs capacités, en les accompagnant dans l'identification et le développement de projets, en les assistant dans la préparation pour l'opérationnalisation de l'article 6, ce que nous appelons communément readiness pour l'article 6, et aussi en conseillant
les décideurs politiques sur les opportunités réelles liées au marché carbone. Et c'est un marché qui peut générer des flux financiers à hauteur de plusieurs milliards de dollars. La Commission climat pour la région du Sahel se positionne aujourd'hui comme un acteur important dans le cadre de la mise en œuvre des CDN des pays membres, de ces 17 pays membres, donc, qui vont donc de Cap-Vert jusqu'à Djibouti, donc à aider ces pays membres à élaborer des projets bancables qui peuvent lever des financements climat, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. De l'autre côté aussi, il y a une autre opportunité importante que nous avons présentée aux parties prenantes, c'est le processus de l'opérationnalisation du Fonds climat pour la résilience du Sahel, qui est en bonne voie, qui est en cours. Les engagements actuels préparent un monde réchauffé de 2,5 à 2,9 degrés au cours du siècle, selon les estimations des Nations Unies, par rapport à la seconde moitié du 19e siècle. Et le seuil de 1,5 degré, la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, sera probablement atteint entre 2030 et 2035. Le monde en est déjà à au moins 1,2 degré aujourd'hui. En conséquence, tous les pays doivent présenter d'ici à 2025 une révision ambitieuse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, certains pays en développement veulent conditionner leurs efforts au déblocage des fonds nécessaires à leur transition énergétique et à leur adaptation à un monde plus chaud. L'année 2023 a connu un record de chaleur qui a donné à l'humanité un goût de l'effondrement climatique. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Merci à Anis Benkassi, notre script. Merci à Amina Bouhalfa qui a veillé à la réalisation de ce magazine. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.